Et moi, c'est un voyage qui m'a transformé, littéralement. C'est celui qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai fait une phrase, j'ai dit Black Network fédère les racailles, les bolos et les blédards. En fait, on veut être le MEDEF de la diaspora, si tu veux. C'est-à-dire une organisation représentative des entrepreneurs en France qui peut faire du lobbying aussi auprès des pouvoirs publics en disant voilà. On va juste continuer la discussion. Donc, je voulais qu'on parle de tout ça, qu'on parle de Black Network, qu'on parle de ce podcast, qu'on parle des réseaux sociaux, qu'on parle de la street, qu'on parle... De la street carrément. Ouais, parce que c'est quelque chose que euh, enfin, j'ai appris tout dernièrement en creusant, en préparant un petit peu l'échange avec toi et de voir qu'il y a eu une bascule, qu'il y a eu un changement complet de vie. Hmm. Euh, qu'on parle aussi d'addiction, notamment de substances, parce que c'est quelque chose par lequel je Ah, tu suis veux passé. aborder tous les sujets là aujourd'hui. Ouais, je trouve que c'est super intéressant parce Ouais. que c'est des trucs qui sont, c'est des non-dits, c'est des trucs que beaucoup de personnes vivent, mais c'est pas politiquement correct, c'est pas évident souvent aussi d'aborder. Et des fois aussi, les gens sont dans des positions où c'est peut-être pas stratégiquement intéressant pour elles Hmm. que ce genre d'informations fuite, quoi. Ouais. Mais toi, vu Ouais. que c'est des choses que tu parles déjà publiquement, je pense qu'on pourrait Oui, aborder cela sans sans problème. problème, Que quoi. c'est le passé. Effectivement, Donc, ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. exactement. Et qu'on ait réussi à s'en sortir, moi, c'est en tout cas, c'est presque une source de fierté quand même, tu vois. Effectivement. Ouais. Bah, avant tout, bah, mon cher Tanguy, je te propose de te présenter succinctement. Mhm. Ben, merci en tout cas, Guy, pour l'invitation. Je m'appelle Tanguy. Mon nom de famille, c'est Tanguy Nga Faouna Tabissi. Mais comme c'est compliqué, sur les réseaux, tout le monde m'appelle Tanguy de Bangui. Je suis né en République centrafricaine il y a maintenant 40 ans. Mais je suis venu en France très tôt, dans les années 84. Donc j'étais tout petit. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis juriste de formation. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans un service juridique qui faisait du lobbying pour les droits des malades. Mais depuis maintenant 3 ans, je travaille à temps plein sur Black Network, qui est notre réseau de solidarité et d'affaires. Et on a aussi ce podcast-là, Kalimandjaro, qui m'a permis maintenant d'être visible auprès du plus grand nombre et dans lequel je reçois chaque semaine, bien souvent un entrepreneur, en tout cas une personne qui a de l'ambition et qui nous partage quelles sont les clés, quelles sont les stratégies, quels sont les moyens qu'elle met en œuvre pour atteindre ses ambitions. Et cette personne est exclusivement issue de la diaspora africaine et afrodescendante parce que je pense que nous manquons de visibilité. Voilà, succinctement tout ce que je fais. Excellent. On va revenir dans le détail sur tous ces points-là. Tu as dit que tu es né en RCA, en République centrafricaine, et tu t'es arrivé en France à quel âge? Je veux dire, tu as des souvenirs quand même de ton enfance. Non, je suis venu vraiment tout petit. J'avais même pas 16 mois, je marchais à peine, tu vois. Ah ouais, Oui, oui, oui. t'étais bébé en fait. J'étais bébé, vraiment, j'étais un bébé. Mais je dis toujours que mon placenta est enterré là-bas. Donc, je Ah, on fait suis. ça chez vous. Je crois que c'est un truc de rebeu, non? Ils coupent le truc et puis le jettent, Alors, nous, ils l'enterrent, ça c'est le cordon ombilical. le Mais le cordon ombilical. placenta, qui est la Ah oui, c'est poche dans plutôt ouais, la laquelle, poche dans laquelle le, voilà, le, le qui a été fœtus se trouve. Ouais, nourri c'est et vrai. tout. Mais ça, nous, en Afrique, et en Centrafrique en tout cas, on l'enterre, tu vois. Mhm. Et on dit chez nous, et je pense qu'on le dit ailleurs, que tu reviens toujours là où est enterré ton placenta. Donc, c'est pour ça que j'ai un lien particulier avec mon pays d'origine, quoi. Ouais, Mon trop pays de stylé. naissance. Yes. Et ces gens, tu faisais des allers-retours ou Non, parce que tu sais comment c'est. Déjà, mon père, il est venu pour étudier. Donc, lui, il est venu en 82, il nous a ramenés après. Et nos parents se disaient, on finit les études et après on rentre.
Donc, lui, il se disait, il ne pensait pas qu'il fallait qu'on aille régulièrement en aller-retour, parce que pour lui, on allait rentrer vivre là-bas. Il allait finir son diplôme, trouver du travail et vivre. On allait tous vivre en Centrafrique. Sauf que, déjà, il a mis plus de temps que prévu à terminer ses études. Donc, on n'a pas pu rentrer tout de suite. Et après, quand il était temps qu'il finisse, donc dans les années 93-94, il y a eu les guerres civiles. Depuis Mhm. le 93, la Centrafrique vit régulièrement des épisodes de guerre civile. Ce qui fait que finalement, on n'est pas rentré. Et on n'y est même pas allé régulièrement pour les vacances. Et surtout quand tu es une grande famille, nous on était sept. Ah ouais, quand même. Ouais, on est sept enfants. Je parle d'enfants. Donc forcément, pour rentrer, c'était compliqué. Et je n'ai mis les pieds en Centrafrique qu'en 2006, tout seul, tu vois. C'est là que je suis rentré pour les vacances, pour la première fois. Ok. Et c'était quoi l'expérience? C'était un choc ou Ben, c'était un choc, hein. Si tu as écouté les autres choc podcasts, culturel? oui, j'en parle. En fait, c'est même pas un choc culturel. Il y a eu plusieurs choses. Déjà, le contexte dans lequel je suis rentré, c'est ce que je t'expliquais, on en parlait rapidement en off. Euh, Moi, je me suis un peu perdu en Occident, je dis, comme beaucoup de jeunes qui ont grandi en banlieue, perdu dans les bêtises, la délinquance, toutes les petites bêtises que l'on fait quand on vit en banlieue et que on croit qu'il n'y a que l'argent qui peut nous permettre de nous en sortir. Et donc, je m'étais perdu et à un moment, j'ai ressenti le besoin de me couper de la vie que j'avais ici. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir au pays. Mes petites sœurs, pardon, deux de mes petites sœurs étaient parties pour les vacances. Et quand j'ai vu ce qu'elles ont fait pendant les vacances, comment elles ont apprécié, comment elles nous parlaient de gens de notre famille dont on entendait parler depuis des années, mais qu'on n'avait jamais vus, bah, je me suis dit, il faut que je parte. Et avec mon grand frère, avec lequel on faisait les 400 coups ici, on est partis tous les deux. Et moi, c'est un voyage qui m'a transformé, littéralement. C'est celui qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, qui m'a fait couper avec toute ma vie d'avant, avec mes addictions, avec même mes aspirations, mes ambitions. Tout ça, je suis revenu un autre homme en fait, là, en allant là-bas, véritablement. T'avais pas d'ambition avant ou alors c'est juste que tes ambitions elles ont changé? Elles ont changé. En fait, tu vois, je me souviens quand moi j'ai toujours été à l'école, tu vois. J'ai jamais lâché l'école parce que je suis d'une famille quand même, en tout cas mon père a fait de longues études, comme je l'expliquais, il est devenu avocat. Et même quand je traînais, je faisais mes bêtises dans la rue, je me disais toujours que ma sécurité, c'est d'aller à l'école. Donc, tant bien que mal, j'ai réussi à avoir mon bac, j'ai réussi à rentrer à la fac. Et comme je suis pas trop bête, en reprenant au moins une fois à chaque fois, j'ai réussi à passer première, deuxième année. Et je crois qu'en 2006, à 23 ans, j'étais en troisième année de droit, tu vois. Et donc, je me suis toujours dit, c'est les études qui vont me sauver. Mais la vie que je menais au quotidien, c'était pas celle des études, tu vois. Et mais donc, j'avais pas de grandes ambitions, mais je vivais un peu comme les jeunes quand tu as 20 ans. En réalité, tu vis au jour le jour. Tu penses pas à ce que tes actes font aujourd'hui et l'impact que ça aura demain. Alors que quand je suis allé là-bas, en Centrafrique, je me suis assis avec mes oncles, mes tantes, et tout le monde me disait, ah, mais tu sais, ton père m'a aidé, ton père a payé mes études, ton père a payé la layette de mes enfants, ton père... Je voyais tout ce que mon père avait fait et certaines maisons qui m'ont dit, mais toi, tu es là en France, tu déconnes, alors que ton père, il se bat pour vous, il se bat pour nous, et vous, on vous a pas envoyé en France pour jouer, quoi. Tu vois, pour vous faire plaisir, pour rigoler, pour aller en garde à vue, pour certains aller en prison. Donc tout ça, ça a fait en sorte que, dans ma tête, je me suis dit, non, en fait, il y a un sens. En fait, j'avais peut-être des ambitions avant, mais j'avais pas de sens à ma vie. J'avais pas de direction et je voyais pas trop où j'allais. Alors que quand je suis allé en Afrique, j'ai compris que on était en France en mission, tu vois. On nous a envoyés ici en mission et notre mission, telle que je l'ai comprise, c'est de réussir dans ce que l'on fait. Et quand je dis réussir, c'est bien sûr en termes d'épanouissement, mais c'est aussi de la réussite financière et professionnelle. Et ensuite, contribuer et être utile à notre pays d'origine. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert quand je suis arrivé en République centrafricaine pour les vacances, quoi. Tu vois. Super. Est-ce qu'on peut parler de ce que tu faisais comme bêtise? Est-ce que c'est quelque chose que tu es ouvert à aborder? Ben, oui, mais de manière... Enfin, je sais pas ce que ça ajoute, ce que ça apporte, mais
si tu veux, on a passé beaucoup de temps, toute notre jeunesse, à traîner dans les halls, à faire des trafics, de tout ce qui est traficable, et à gagner de l'argent comme ça, tu vois. Donc moi, toute ma vie, toute ma jeunesse, de l'âge de 17 ans jusqu'à 23 ans, c'était que ça. On traînait, on trafiquait. Je disais toujours, celui qui trafiquera jusqu'à la tombe, pour moi, c'était ma vie, quoi, tu vois. Euh, Et comment est-ce qu'on sort de ça? Est-ce que c'est possible, enfin, c'est possible vu que tu n'es plus à l'intérieur, mais est-ce qu'il n'y a pas des représailles, par exemple? Est-ce que c'est techniquement possible de continuer de vivre dans cet écosystème-là en étant un paria, en disant, ben là, je sors, je suis plus là, mais je reste quand même Ah autour de non, personnes avec qui je traînais avant? non, non, non. Non, en fait, mais c'est même pas qu'une question de représailles, si tu veux. Moi, j'ai pas senti ce sujet-là de représailles. En vérité, bon, nous, on était quand même très, très bien impliqués. Je sais pas comment le dire. C'est-à-dire que dans notre ville, sur le commerce de détail, on avait presque le monopole, si tu veux dire, si tu veux, tu vois. Donc, on Mhm, était vraiment très impliqués. Mais des repentis, il y en a tout le temps. Il y a toujours un gars qui dit soit qui se marie, soit qui en a marre, soit, tu vois, il y a toujours une raison, il y a souvent des raisons qui font que les gens se retirent. Donc, le fait de se retirer, j'ai jamais ressenti un problème quelconque. Par contre, il fallait absolument, pour véritablement m'en sortir, il fallait que je me retire. Parce qu'en fait, euh, là, si je prends les addictions, qui sont la fumée, nous on fumait beaucoup. Je commençais ma journée, je me souviens, un joint, un café, et jusqu'au soir, donc le joint du matin, le joint du midi après avoir mangé, et le soir, une fois qu'on sort des cours, bah là, toute la soirée, on est là, on est en fumée, en fumée, en fumée. Et ça, c'est un mode de vie en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste le fait de rouler un joint, c'est le fait d'être avec des gens qui fument et tout le temps. Et au bout d'un moment, ben, si tu es tout le temps dans cet entourage-là, bah, tu vas reproduire les mêmes habitudes. Tu vois un peu? Et mhm. moi, c'est ça surtout qui m'a été utile, c'est le fait de couper drastiquement mes relations, de ne plus traîner avec les gens avec qui j'étais avant. Et ça qui a fait que j'ai pu m'en sortir de ce mode de vie-là. Parce qu'au final, c'est pas juste une addiction, c'est un mode de vie autour de l'addiction qui fait que ça entretient ton addiction. Et le jour où j'ai coupé, bah, j'ai coupé littéralement. C'est une première fois en fait. Genre, tu déménages, tu te barres complètement, ou quoi? En tout cas, j'ai pas déménagé parce qu'à cette époque-là, je pouvais pas, mais je traînais plus avec les gens avec lesquels je traînais en fait. Tous les endroits où je traînais avant, je traînais plus. Après, bon, c'est arrivé une période où, en fait, moi, je suis d'une famille chrétienne, protestante évangélique, et à ce moment-là, en 2006, je me suis converti à la foi chrétienne, tu vois. Et donc, ça fait que, bah, Comment c'est possible? Ça veut dire que quand tu étais plus jeune, tes parents, ils t'avaient pas déjà embarqué dans le truc un il peu? m'avait embarqué, mais en fait, tu y étais juste, t'allais à l'église juste pour aller à l'église avec les parents, tu Ah, vois. d'accord. C'était pas un acte de foi ni un Ouais. choix. Jusqu'en 2000, T'as pas trop le choix. Je voilà, connais. pas le choix du tout, tu vois, exactement, exactement.